Donc bonjour à tous, merci d'avoir écourté votre pause café pour reprendre sur cette seconde table ronde. Donc je suis Béatrice Montama-Duruti, je travaille sur l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale au sein de l'agence développement et innovation de Nouvelle-Aquitaine. Donc pour rebondir sur notamment les questions de fin de précédentes tables rondes, il y a bien entendu d'autres formes d'innovation pour lesquelles nous travaillons au sein de l'agence qui réinterrogent ces notions de progrès en impliquant beaucoup plus aussi les bénéficiaires dans l'élaboration de ces innovations. Et c'est vraiment un credo que l'on porte à deux au sein de l'agence et sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Donc j'ai le plaisir d'animer cette seconde table ronde où on va parler de coopération. Donc sur la précédente conférence, le thème a été beaucoup abordé en utilisant différents mots, les notions de mutualisation, les notions de relation avec les parties prenantes et aussi sur les relations avec les bénéficiaires. Donc sur cette table ronde, vous allez avoir la chance d'entendre 4 intervenants qui vont parler et partager avec vous leur expérience de coopération réussie sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Donc nos 2 premiers intervenants qui sont sur le plateau, donc c'est Monsieur Alain Détol et Olivier Davigo qui vont nous parler de l'exemple de Faux-la-Montagne qui a été bien entendu cité en introduction de cette journée. Et donc les 2 autres intervenantes, donc Marie Pentier et Alicia Bayon, qui sont connectées en visio et que vous allez voir apparaître un petit peu plus tard. Voilà, donc Alicia qui apparaît. Bonjour Alicia, merci. Bonjour Marie, qui vont, elles, nous partager leurs projets qui ont été labellisés PTCE, donc pôles territoriaux de coopération économique au cours de l'été. Donc ces 4 interventions, on vous les propose pour vous montrer à quel point derrière le terme de la coopération, il y a des réalités vraiment multiples, très différentes en termes de cadre, d'historique et d'enjeux. Donc tout notre intérêt, c'est que vous voyez et que vous entendiez ces expériences réussies pour que vous puissiez recréer après sur vos propres territoires des expériences similaires de coopération et de collaboration. Donc on va démarrer avec vous, messieurs, sur le plateau. Donc pour introduire votre exemple de Faux-la-Montagne, je vais reprendre un article du Monde qui date de 2018 de Camille Bordenay, qui donne la parole aux habitants et aux élus de Faux-la-Montagne pour décrire ce que vous faites dans et pour votre village. Donc je cite Catherine Moulin, la maire. Il avait compris très tôt, en parlant de François Chatou, l'ancien maire, que sur un territoire reculé comme le nôtre, il fallait prendre les devants, sinon le village mourrait. Quelque part, être loin de tout a été une chance, car on a toujours su s'organiser pour répondre à nos besoins en créant des services et des emplois. Donc, Monsieur Détol, j'imagine bien que 3 ans après cet article, la dynamique et la philosophie restent la même. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr, mais de toute façon, cette dynamique, elle s'inscrit aussi dans un état d'esprit ou une culture en fait historique d'ouverture, d'accueil, hein, et qui est antérieure en fait à François Chatou, même si ce maire-là a beaucoup marqué la commune. Hein. On est dans la Creuse, et particulièrement par chez nous sur le plateau de Millevaches, à cheval sur la Creuse, la Corrèze, sur un mouvement historique de travailleurs, les maçons de la Creuse notamment, mais aussi les blanchisseuses, mais aussi d'autres catégories qui ont beaucoup bougé, qui ont beaucoup voyagé, qui sont allés travailler ailleurs et qui avaient du coup peut-être une vision plus ouverte de la manière de fonctionner, qui ont ramené quelques éléments de modernité aussi et qui étaient plus sensibles à l'échange d'idées, à l'accueil et tout ça. Et donc, probablement, il y a ce substrat-là aussi qui fait que sur nos territoires, cet accueil, c'est le fait que c'est évident que de nouvelles personnes vont enrichir le territoire. C'est quelque chose qui spontanément est assez évident. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans ? Disons qu'on a eu encore et toujours des nouveaux arrivants. On a encore et toujours développé de nouveaux outils. Quand je dis on, c'est l'ensemble des habitants. Hein. C'est une réflexion qui est collective sur le territoire,
entre les habitants, entre les instances locales. Ça dépasse Faux-la-Montagne, c'est pas Faux-la-Montagne, c'est un territoire en fait, c'est plusieurs communes. On peut parler de Janssou, on peut parler de Tarnac, on peut parler de Royères, bref, peu importe. Et c'est vrai que ce qu'on peut retenir de tout ça quand même, c'est qu'il y a une véritable volonté qui recoupe d'ailleurs les racines de l'économie sociale, hein, et qui est une volonté du faire ensemble et de faire société ensemble. Faire société ensemble autour d'un certain nombre de valeurs, alors essentiellement des valeurs de solidarité. Là, moi, je crois qu'on est en plein dans l'ESS quand on dit solidarité environnementale, solidarité humaine et solidarité économique. Avec ça, on est déjà bien au... Bravo, Alain. Bien, bravo. On est déjà bien au cœur de la question, mais je pourrais y revenir un peu plus tard. Du coup, surtout, ces projets que vous avez menés donc sur le territoire de Faux-la-Montagne et avec les autres communes aussi, est-ce qu'il y a des cadres de coopération particuliers que vous mettez en œuvre, ou est-ce que c'est à chaque fois de l'expérimentation et de l'adaptation en fonction des enjeux que vous rencontrez ? Il y a à l'évidence une attention qui est portée d'abord à la réflexion qu'on peut avoir en commun et au plaisir de la réflexion qu'on peut avoir en commun. La notion de plaisir est une notion qui est très importante sur le territoire. C'est un endroit où c'est agréable parce qu'on rencontre des gens qui vous respectent et qu'on respecte, qui vous écoutent et qu'on écoute, et qui ont beaucoup de bienveillance et d'indulgence. Là aussi, je crois qu'on est au cœur, en fait, de notions qui sont essentielles quand on veut faire un vivre ensemble. C'est bien d'être sur ces tonalités-là de relations humaines. C'est pas bisounours non plus, hein. Il y a des moments un peu plus tendus, bien sûr. Mais donc, du coup, comme on est dans cette espèce de recherche en commun, il se trouve que tout le monde est un peu à l'écoute d'abord de ce qui se passe ailleurs. On a beaucoup de relations avec d'autres territoires et on est à l'écoute des innovations qu'il peut y avoir. Et puis aussi, dès qu'il y a de nouveaux dispositifs, on essaye de les intégrer autant qu'ils peuvent nous servir et qui peuvent être intéressants pour nous. Et c'est vrai que du coup, on travaille beaucoup. C'est pas pour rien qu'une des premières SIC du territoire, je dis une des premières parce que je suis pas sûr que ça soit la première, ça a été la SIC Larban sur, disons, en gros l'immobilier social et l'urbanisme, une recherche urbanistique démocratique, on peut le poser comme ça. On a créé récemment, enfin pas très récemment, en 2008, un fonds de dotation. Bref, on a toujours l'envie d'utiliser les outils les plus efficaces qu'on met à notre sauce. Hein. Le fonds de dotation qu'on a créé, qu'on appelle un fonds de dotation citoyen, et qui est aussi un outil qu'on a créé parce que c'est vrai que ça a été abordé, mais toutes les initiatives manquent dramatiquement de haut de bilan, enfin de fonds, ont toujours des hauts de bilan assez faibles, donc avoir des outils pour pouvoir permettre de renforcer ces hauts de bilan, c'est intéressant. Donc des outils de ce genre sont des outils qui nous sont particulièrement utiles. Mais avant ça, et comme outil de liaison globale, il faut que j'évoque 3 outils. D'une part, la communauté de communes qui avait été montée à l'époque par les maires, dont François Chatou, qui étaient en fait des natifs ou des quasi-natifs, dans la mesure où c'était des fois leurs grands-parents qui étaient là. Eux étaient partis pour faire des études, mais étaient revenus sur leur territoire dans les années 80 plutôt. Et donc, ils ont monté ensemble une petite communauté de communes qui a été un des fers de lance du développement local, dans la mesure où elle a permis
aussi avec un dialogue très nourri avec l'ensemble de la population, de mettre en place un certain nombre d'outils indispensables pour que les gens qui arrivaient soient dans des situations de bien-être relatif ou même absolu. Genre maison de santé, genre équipement culturel, genre station-service, absolument. Donc un certain nombre d'outils qui sont indispensables sur un territoire. Le deuxième outil qui a été créé, c'est une association qui s'appelait, je dis s'appelait parce qu'elle a été remplacée par une autre structure maintenant, qui s'appelait Deux fils en réseau, et qui regroupait un ensemble d'acteurs du territoire, soit des entreprises, soit des particuliers, qui avaient à cœur de faciliter l'accueil des autres. Et donc, qui mettaient en place aussi un certain nombre d'outils, déjà qui avaient une politique d'accueil humain, c'est-à-dire qu'il y avait des soirées qui étaient organisées pour accueillir les nouveaux venus, quelle que soit leur activité, et même pour ceux qui n'en avaient pas, et qui venaient quand même sur le territoire. Et puis, à partir de là, créer du lien humain, du lien social, du lien d'amitié éventuellement, mais pas forcément, hein, on n'est pas tous des amis sur le territoire, et de trouver et de mettre en place des outils pour accompagner les différents besoins qui émergeaient de la part de ces différents arrivants. Cette structure a évolué comme toutes les structures, et maintenant, en fait, il y a une autre structure qui a émergé à partir d'un événement qui est récurrent depuis 5 ans maintenant, qui s'appelle la Fête de la Montagne Limousine, et qui est un moment où les différentes expériences, les différentes initiatives qui existent dans la montagne Limousine se regroupent dans un lieu, un village différent chaque année, pour se confronter, pour discuter, pour faire découvrir aux gens qui passent et à chacun la manière dont tout ça fonctionne. Et à partir de là est née en fait l'idée et l'envie d'avoir un outil commun, alors qui ne soit pas une coordination, qui ne soit pas une animation, mais qui permette d'avoir une liaison entre tous ces projets, de repérer les manques, d'appuyer en fait une espèce de fête de la montagne Limousine perpétuelle. Donc on est perpétuellement en fait au sein du syndicat de la montagne Limousine, qui est cette structure qui accompagne, qui a des idées, qui met en place de nouveaux outils et qui permet cette espèce de coordination et de renforcement de chacun des projets. Merci pour ces 3 exemples, Monsieur Davigo. Donc vous êtes le dirigeant de la Sapo Ambiance Bois. Pas du tout, d'accord. Fondateur, peut-être ? Oui. Très bien. Un des. Très bien. Donc vous êtes notamment un des exemples et aussi une des pierres angulaires de la réussite de l'exemple de Foule en Montagne qui est souvent présenté. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter Ambiance Bois et aussi nous donner votre point de vue de dirigeant d'entreprise et en quoi ce territoire-là, cette collaboration-là et ces méthodes de travail vous donnent un cadre de travail si particulier et si intéressant aussi pour votre structure ? Alors, un brin d'histoire. Petit bond en arrière, il y a 40 ans, on est en 1981. Vous voyez 1981, ça vous dit quelque chose ? Vous imaginez ces 6 jeunes qui vivent dans un appart entre 18 et 22 ans, qui ont fait plein de choses dans des mouvements d'éducation populaire, puis qui sont à un tournant de leur vie, qui se disent, voilà, là on est en région parisienne, et c'est quoi le sens de la vie pour nous, nos valeurs, etc. On gamberge, on écrit des trucs, etc. On se dit que le rapport au travail, ça nous plaît pas, il y a des décideurs et il y a des exécutants, il n'y a pas de démocratie là-dedans, il y a des choses à fabriquer et c'est pénible, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc on a très peur des partis politiques d'une façon générale, parce que nos grands frères, nos grandes sœurs, il y a eu mai 68 qui est passé par là, donc on dit on n'a pas envie de manger des couleuvres, et puis on veut être dans les CRE, dans l'expérimentation, on veut tester qu'est-ce qui marche pas, mais avec une arrière-pensée de dire on aimerait bien que ça marche autrement. Donc voilà, on se dit qu'on ne va pas investir dans l'industrie automobile parce que ça ne nous semble pas vraiment à notre portée.
Et on se dit, et pourquoi on ne créerait pas une entreprise du bois parce que ça a l'air sympa. Voilà. On ne se doutait pas toujours. Hein. Et voilà, on est parti dans cette aventure-là. Et on arrive en 1983-84 sur le plateau de Millevaches, un endroit qu'on ne connaissait absolument pas. Et puis on découvre. Et on essaie de s'adapter avec notre projet, nos idées. Et puis on décide de monter une entreprise. Et là, on innove Attendez, on va mettre ce mot entre parenthèses, on a dit. Hein. On est allé chercher, on voulait être en scope au début, et puis ça nous posait problème, et on est allé en fin de compte en SAPO, Société Anonyme à Participation Ouvrière. Il y en a 4 ou 5 en France, je crois peut-être un peu moins. Pourquoi ? Ce qui nous semblait primordial, c'est de reconnaître une valeur et un pouvoir aux gens qui travaillent, mais on n'avait pas les moyens économiques en capital pour pouvoir exister. Et la SCOP faisait que la personne qui apportait du capital avait le même pouvoir qu'une personne qui travaillait. Il y avait une espèce de déséquilibre qui nous embêtait et on dit il faut qu'on essaye de raccorder les deux ensemble. Donc on a monté une SAPO. Donc 33 ans plus tard, les dinosaures sont en train de partir à la retraite. De 6, on est 30. Donc c'est une entreprise de première, deuxième transformation. On scie, on sèche, on rabote du Douglas, du mélèze et on essaye d'aller aussi travailler les bois issus d'une sylviculture douce, comme on dit, pour les transformer en lambris, parquets, bardages, bardeaux. Et ça, c'est une partie de notre activité. La deuxième partie, c'est la construction, c'est-à-dire on construit des maisons le plus possible. On est déjà depuis un bout de temps à la RT 2020. Voilà, donc on a des boulots usants, fatigants, pénibles. On a un mode de fonctionnement où on tire notre PDG, parce qu'il en faut un, du chapeau tous les 2 ans, avec un droit de joker pour la personne qui a été choisie. Le PDG n'a aucun pouvoir particulier, si ce n'est que c'est à lui qu'on apportera des oranges s'il va en prison. Ensuite, on travaille tous à salaire égal. La seule petite variable, elle doit être une variation de 15 ou 20 euros par mois en lien avec l'ancienneté, parce que c'est dans les conventions collectives. On a donc un fonctionnement autogéré avec des gens qui ont des profils très différents, qui viennent certains on croise plusieurs nationalités, anglais, allemands, camerounais, belges. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes qui ont entre 20 ans et des vieux qui vont bientôt avoir 63 ans. Voilà pour faire l'explication de notre société. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus ? Après, moi, il y a eu plein de choses qui ont été dites avant, tout à fait intéressantes, notamment sur cette analyse qui est faite de pourquoi on travaille, la valeur qu'on y met. Je pense qu'il y a quelque chose de politique et de philosophique au sens large que nous, on n'a pas inventé, dont on hérite. Moi, je pense à Simone Veil, mais la philosophe, morte en 1933. On se réfère à Gaudin, au Familistère. Je veux dire, il y a une pensée utopique qui existe depuis très longtemps, qui est en permanence réactivée, et on a l'impression qu'en permanence dans nos sociétés, il y a quelque chose de tectonique entre des structurations politiques de type pyramidal et des structurations politiques de type horizontal. J'ai envie de croire qu'effectivement, aujourd'hui, de plus en plus, et y compris dans les jeunes générations, on a une vision pyramidale qui est très forte, présente et prégnante, qui explique peut-être en partie, il faudrait rechercher, en demandant à des sociologues d'aller voir un petit peu de ce côté-là, l'absentéisme politique, par exemple. C'est-à-dire une espèce de défiance par rapport à des modèles très structurés de façon pyramidale, qui participe aussi de cette urgence voilà, qui façonne un petit peu peut-être aujourd'hui une forme de pensée. Et est-ce que du coup la SAPO Ambiance Bois travaille avec les autres projets du territoire de Follans-Montagne ? Est-ce qu'il y a de la mutualisation peut-être de compétences, de ressources ? Comment vous travaillez avec les autres projets ? Alain le décrivait tout à l'heure, on a un fonctionnement sur la commune et d'une façon plus générale très très fort en réseau.
Notre entreprise, elle fait partie de la Cyclarban, elle est sociétaire, qui elle-même est en réseau avec d'autres. C'est pas rare d'avoir plusieurs casquettes. Moi, j'ai la casquette fonds de dotation avec un lin aussi qu'on a monté, et on se retrouve. Beaucoup de gens sur ces territoires sont dans de multiples endroits, en gardant à la fois chacun son éthique et son raccordement à son projet. Et ce que disait une des intervenantes et tout à l'heure était juste, c'est-à-dire de conserver ce que l'on est et se nourrir de nos différences et non pas essayer d'être une espèce de copier-coller, de clone qu'on verrait partout. Et c'est ça qui, je pense, fabrique cette richesse-là, à l'inverse des replis identitaires ou des pensées, pour ne pas citer des gens dont on parle actuellement trop, d'espèces de replis sur soi-même. Et donc ça, c'est la réalité, elle est là. On est dans beaucoup d'endroits. Donc vous avez parlé d'essayer, d'expérimenter, de travailler ensemble. Est-ce que vous auriez un autre conseil à donner aux participants ce matin, qu'ils soient présents ou connectés, s'ils ont envie d'avoir leur propre modèle de Faux-la-Montagne? Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner, ou alors quelque chose à ne pas faire? Ça peut être aussi des bons conseils. De ne pas coller aux sirènes du modèle, justement. On n'est pas dans le copier-coller. Les choses sont très différentes d'un endroit à l'autre, et donc c'est plutôt la force du témoignage qui permet les gens de se mettre en route sur leur situation à eux. Donc d'être dans la politique essai-erreur et non pas essai-faute, comme la faute d'orthographe qui est une aberration, on devrait parler d'erreur orthographique. C'est ce qui fait qu'un enfant apprend à marcher, c'est parce qu'il s'est cassé la gueule. Donc il faut essayer, tenter, on émet une hypothèse, on tourne autour, on voit si ça marche, on évalue, si ça ne fonctionne pas, on corrige, et on continue d'avancer. Et toujours dans cette dialectique, c'est-à-dire j'ai une vision, j'ai une pensée, ça peut être au début répondre à un manque, mais en même temps, je le cogne avec mes valeurs, avec mes aspirations, avec mes doutes, et puis on avance comme ça. Et voilà. Très bien, merci. Je peux juste en rajouter une petite couche. Moi, je dirais vraiment, il ne faut pas hésiter à accueillir tous les fainéants et les fainéantes de la Terre, tous les rebuts de nos sociétés, tous les gens qui sont réfugiés ou autres, les générations qui ont constitué Faux-la-Montagne, c'est les 68 arts qui ont fait un retour à la Terre et qui ont été accueillis pour un certain nombre de gens comme étant ces espèces de fainéants qui venaient profiter du territoire. Actuellement, on en a d'autres séries de jeunes qui arrivent et qui squattent un peu partout. C'est aussi des fainéants, a priori, et tout ça, même s'ils travaillent beaucoup, ça c'est autre chose. Et puis aussi, on a beaucoup de réfugiés qui arrivent sur le plateau. Ce n'est pas ceux qui sont les mieux accueillis par les pouvoirs publics, comme vous avez pu peut-être en entendre parler, notamment au démêlé qu'on a pu avoir à Faux-la-Montagne avec la gendarmerie. Et pourtant, c'est des gens qui constituent le territoire, qui s'intègrent, qui prennent des formations, comme bien entendu dans beaucoup d'autres endroits. Et donc voilà, c'est ceux-là, c'est l'ensemble de ces damnés de la Terre qui arrivent aussi à constituer au bout une société qui est, ma foi, fort bien intéressante à vivre. Et fortement envié aussi par d'autres communes. Votre exemple est très souvent cité, et notamment aussi le modèle de Ambiance Bois dans bien d'autres PME industrielles que nous, on peut croiser dans le cadre de notre rôle à l'agence d'accompagnement, où vous mettez aussi des fois plein d'étoiles dans les yeux de certains dirigeants qui veulent impliquer un petit peu plus leurs salariés dans leur direction. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va continuer avec Marie Pentier de Valorisons. Donc, j'attends qu'elle apparaisse. Donc Marie, bonjour, merci. Donc, vous représentez le syndicat de valorisation et traitement des déchets ménagers du Lot-et-Garonne. Et vous travaillez aujourd'hui sur une démarche d'écologie industrielle territoriale sur la zone d'activité de la Confluence. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette démarche et notamment les acteurs que vous fédérez autour de cette thématique ?
Alors oui, donc du coup, donc je travaille pour Valorisons, un syndicat de traitement des déchets ménagers du Lot-et-Garonne, qui a vraiment une démarche de pousser des projets qui permettraient à nos centres d'enfouissement de gérer de moins en moins de déchets. Donc on est engagé dans différents projets, dont une que vous avez présentée, donc une démarche d'écologie industrielle territoriale, des gros mots qui représentent en fait une démarche de bon sens où on invite des entreprises qui sont voisines généralement à partager leurs ressources, à mutualiser des ressources ou à s'en échanger. Les déchets des uns peuvent être des ressources pour d'autres. On a l'habitude de dire les palettes, par exemple, en bois vont parfois être vraiment jetées par des entreprises alors qu'elles sont réutilisées pour de l'expédition, pour du stockage par d'autres entreprises. Donc ça va être vraiment ce type de démarche. Donc je vais aller en entreprise, faire des diagnostics de ressources générales avec elles et voir comment créer des liens entre elles. Ça passe par ces diagnostics, mais ça passe aussi par des ateliers où là on met au centre de la table, ensemble les entreprises qui discutent de leurs ressources et qui peuvent faire ces liens directement parce que les chefs d'entreprise sont les plus connaisseurs et peuvent avoir cette innovation que d'autres n'auront pas. Généralement, ce qu'on voit, c'est que ces actions-là vont permettre de créer des coopérations, des liens entre des entreprises de l'ESS et des entreprises de l'économie plus conventionnelle. Donc, c'est généralement aussi des démarches qui vont créer des emplois locaux, non délocalisables. Là, ce qu'on pousse sur notre territoire, en plus de cette démarche de IT, c'est un écoparc qui est en fait un projet de réhabilitation d'une ancienne friche industrielle. On a un bâtiment alors j'ai plus en tête, alors on a combien d'hectares? 8 hectares, avec plusieurs cellules en fait qui vont accueillir différentes entreprises, des industriels qui vont avoir une activité en lien avec le réemploi, le tri, la réparation. On a une entreprise de valorisation de films plastiques. On va avoir le futur centre de tri qui va s'installer sur cet écoparc. Il va y avoir Veolia aussi, Catimet, qui est une entreprise de recyclage de pots catalytiques. Donc c'est vraiment varié et à l'intérieur de toute cet écoparc, on a dédié une cellule la plus grande en fait de cet écoparc qu'on nomme le village du réemploi, où là l'objectif c'est d'accompagner des entreprises de l'ESS qui sont en lien avec cette thématique de réemploi, recyclage. Donc on accueille dans cette cellule de 7000 m² et qui vont pouvoir travailler ensemble dans des situations, dans des conditions très favorables parce qu'on leur propose un loyer très bas, donc c'est 2 € le mètre carré. Ensuite, il va y avoir aussi 6 mois de gratuité au moment où elles intègrent le village du réemploi. Et au-delà de ça, on est vraiment en lien avec, on les met aussi en lien avec les réseaux d'acteurs du département qui leur permettent de développer leur activité dans les conditions les plus favorables. On va aussi leur faire en sorte qu'elles partagent du matériel entre elles. Il y a une autolaveuse qui est partagée. Quand je vous parlais de la démarche EIT, où donc on va aller dans d'autres entreprises voir leurs déchets, il va y avoir par exemple une entreprise dernièrement qui avait des racks de stockage qu'elle allait se débarrasser, donc le village du réemploi a pu en bénéficier. Enfin voilà, on va être dans cet espace un peu unique qui permet aujourd'hui à 3
entreprises d'être intégrées. Ecoréseau, qui fait du recyclage d'aide médicale, d'aide technique médicale, donc tous les lits médicalisés, les fauteuils roulants qui ont finalement une courte durée de vie, qui se retrouvent rapidement en déchetterie, ou lorsque les hôpitaux ont besoin de se renouveler leur stock, il va y avoir tout un stock qui va partir alors qu'ils sont totalement utilisables. Donc, ils vont s'occuper de cet allongement de cycle de vie-là. On va avoir la belle plateforme 47 qui vient du groupe Emmaüs et donc qui est spécialisée dans la vente en ligne de mobilier de bureau. Ils font aussi de la location de mobilier de bureau. Et Élise Atlantique qui va trier et recycler des déchets de bureau. Donc là, on va parler plus de papier, carton, les masques Covid en ce moment, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc, c'est sur cette partie du village du réemploi que cet été, vous avez obtenu la labellisation de pôle territorial de coopération économique. Donc, je rappelle pour les personnes dans la salle et connectées que ce label de PTCE, donc il existe depuis quelques années. Et donc, il a été relancé cet été, notamment pour valoriser et créer des nouvelles synergies entre acteurs de l'ESS et de l'économie conventionnelle à l'échelle d'un territoire pour répondre à des besoins territoriaux et créer des services à la fois innovants, économiques et aussi solidaires. Donc il y a tout un groupe qui a été labellisé sur la Nouvelle-Aquitaine et donc pour vous c'est sur la partie village du réemploi. Pourquoi est-ce que vous êtes allé chercher du coup ce label pour cette partie-là de votre démarche d'EIT ? Alors, c'était pas tant pour la démarche EIT, c'était vraiment pour le village du réemploi, qui correspondait à la dimension d'un PTCE qui veut qui veut engager des acteurs de l'ESS et de l'économie classique à coopérer. Donc, on a vraiment présenté ce dossier-là par rapport au village du réemploi, qui est aujourd'hui un lieu avec 3 entreprises simplement qui sont intégrées, mais qu'on souhaite vraiment pousser pour que ça soit un outil vraiment identifié par le département et par les acteurs économiques, les acteurs de l'ESS, comme un endroit qui leur offrira des conditions favorables pour se développer. Donc c'était le bon moyen pour nous de mettre en valeur cet outil et tout ce qui était fait par Valorizon et qui n'avait pas forcément ce rayonnement-là. C'était aussi un moyen pour nous d'avoir le retour d'expérience d'autres PTCE sur la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi au-delà au niveau national pour savoir, voilà, aujourd'hui, comme on vous l'a dit, on est sur plusieurs projets, le village du réemploi, la démarche d'écologie industrielle qui a aussi ces mêmes logiques de coopération d'acteurs. On a aussi un cluster économie circulaire qui favorise les échanges des acteurs du territoire, qui font partie du domaine des déchets, à échanger, à faire de la veille réglementaire, à faire des projets communs aussi. Donc on a un peu plein d'outils aujourd'hui et c'était pour savoir comment rendre cohérent un petit peu tous ces projets-là. Aujourd'hui, le village du réemploi, c'est un nom. Il y a 3 entreprises, mais comment faire en sorte que ces 3 entreprises coopèrent au mieux entre elles, s'organisent peut-être autour d'une structure pour développer des projets communs, pour aller chercher des financements ensemble, aller chercher des partenaires ensemble. C'était un petit peu cet objectif-là. On cherchait à avoir des outils, des retours d'expérience, des conseils pour savoir comment penser ce village sur du long terme. Dernière question.
Donc, à l'échelle de la démarche du coup d'écologie industrielle territoriale et donc des différentes composantes que vous venez de présenter, quels sont les enjeux que vous voyez sur les prochaines années? Donc, on a bien compris l'enjeu aussi de sortir de la zone que vous couvrez aujourd'hui pour aller l'étendre et prêcher la bonne parole sur l'ensemble du département. Est-ce que vous voyez d'autres enjeux qui sont face à vous, notamment en termes de coopération? Oui, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, la démarche d'écologie industrielle, elle est sur une zone d'activité de 50 entreprises. Le village du réemploi, il est dans cette zone d'activité avec trois entreprises qui la composent. Donc, notre objectif, c'est de montrer sur le département la création de valeur de ces démarches-là. Donc, combien les entreprises ont évité, ont économisé, ont évité de faire de déchets. Enfin, c'est un peu faire un bilan comme ça et puis démontrer que c'est possible et oui, démontrer que le travailler ensemble comme ça entre collectivités, entreprises de l'ESS et entreprises classiques, c'est possible. Donc on va faire en sorte, une des perspectives, c'est vraiment trouver les bons relais sur le département pour mettre en avant ces actions-là. Et ensuite, comme je vous le disais, savoir comment animer et trouver la gouvernance la plus adéquate pour faire en sorte que ce village du réemploi s'organise collectivement, entre en lien avec les autres projets, donc le cluster économie circulaire, les différents financeurs et partenaires de la démarche d'écologie industrielle territoriale. Voilà, la perspective, c'est vraiment savoir comment s'organiser ensemble dans une structure indépendante et coopérative. Très bien, merci. Donc on aura l'occasion notamment d'aborder ce thème de la gouvernance lors des différents séminaires qui seront proposés au nouveau PTCE de Nouvelle-Aquitaine. Il y a une offre d'accompagnement qui est proposée notamment par la CRES Nouvelle-Aquitaine en collaboration avec l'agence et la région, et notamment du compagnonnage aussi avec le PTCE qui est de Sud Nouvelle-Aquitaine, pour vraiment partager aussi les essais-erreurs, les essais-réussites, pour que pour que vous puissiez aussi avoir le développement que vous souhaitez sur votre démarche. Merci pour votre témoignage. On va passer à Alicia Bayon, notre dernière intervenante. Donc Alicia, vous travaillez pour ATIS, l'incubateur d'innovation sociale, qui est membre du collectif La Manuco. Donc ce collectif rassemble 3 structures donc bordelaises. La Planche, qui est un tiers-lieu dédié au bois. Marie Curie, qui est un traiteur solidaire qui valorise le patrimoine culinaire des femmes réfugiées. Et donc ATIS, incubateur d'innovation sociale. Vous avez tous les 3 des activités différentes, mais dont quand même le dénominateur commun, on l'entend dans la présentation, c'est l'ESS et l'innovation sociale. Donc c'est cohérent aussi de voir ce collectif-là sur Bordeaux Métropole. En réponse à quel besoin du coup de ce territoire-là vous avez décidé de créer ce collectif? Alors bonjour, déjà j'espère que vous m'entendez tous bien. Parfait. Bien. Merci de cette invitation et de nous laisser l'opportunité de parler du projet La Manuco. Donc, nous, ce projet et ce collectif, il a été créé à la fois à partir de besoins, mais aussi d'une opportunité et d'envie. Voilà, c'est un croisement entre ces 3 choses qu'on a décidé de créer. Donc d'abord une opportunité de lieu qui s'est présentée. Donc en l'occurrence, c'est la foncière de Bordeaux Métropole Incité qui avait l'opportunité d'un local en plein centre de Bordeaux, au sein d'un quartier prioritaire Saint-Michel, qui souhaitait donner une orientation autour de l'économie sociale et solidaire d'un espace d'à peu près 600 mètres carrés répartis sur 3 étages dans le centre. Donc on y a vu là une opportunité déjà de pouvoir répondre à un premier besoin qui est identifié depuis des années maintenant,
maintenant sur Bordeaux Métropole, qui est un besoin en lieu, en espace d'implantation pour des structures de l'économie sociale et solidaire, notamment en développement, c'est-à-dire qui ont passé le cap des 2-3 ans d'activité, qui pour certaines sont déjà passées par des pépinières, donc ont pu être hébergées temporairement par des structures ou des espaces de coworking, mais qui en grandissant ont des équipes qui grandissent et du coup ont besoin de locaux, tout simplement, de bureaux pour permettre de développer leur activité. Et aujourd'hui, il y a une vraie tension de l'immobilier qui fait que c'est compliqué, voilà, d'accéder à des locaux et surtout d'accéder à des locaux à des tarifs accessibles et qui proposent aussi un environnement de travail intéressant pour eux, qui permettent de continuer à partager, mutualiser et coopérer avec d'autres structures, notamment dans le champ de l'ESS. Donc ça, c'était effectivement des premiers besoins. Il y a une autre chose qui était ressortie, c'était la volonté, et notamment d'Incité, mais qui était partagée par nous, de relancer, de lancer une dynamique économique dans un quartier prioritaire de la ville, du centre de Bordeaux, Saint-Michel, permettre en fait de faire de l'ESS un levier de développement économique à part entière sur ce quartier, qui permettent d'avoir des retombées directes en termes économiques et en termes d'emploi pour les habitants de ces quartiers, et puis qui apportent aussi des vraies réponses à des problématiques sociales de ces habitants en direct. Et enfin, donc nous, on a décidé de se réunir aussi parce qu'on avait une envie commune de développer cette question de la coopération et de faire émerger un lieu à Bordeaux qui soit un peu un lieu démonstrateur de ce que peut être l'ESS et de ce qu'elle peut apporter au quotidien de très concret. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la vision qu'on a de ce lieu, c'est à la fois un lieu de mutualisation, un lieu qu'on souhaite de coopération, d'abord entre acteurs de l'ESS, mais qu'on souhaite aussi ouvrir plus largement à d'autres acteurs, et qui soit aussi un lieu de production directement, pour montrer que l'économie sociale et solidaire, c'est des beaux projets, des projets qui parfois peuvent paraître très institutionnels ou très flous pour certains acteurs qui ne connaissent pas forcément ce secteur, et montrer que voilà, ça peut être aussi de la production, ça peut être aussi des biens, des services très concrets qui peuvent être apportés et utiles au quotidien pour tous les habitants, y compris les habitants au sein de quartiers prioritaires. Et donc aujourd'hui, on a une coopération de 3 structures, mais on a vraiment cette volonté assez rapidement de l'élargir. C'est vraiment pour lancer une dynamique. On associe nos 3 compétences très différentes dans ce lieu, mais ça va vraiment avoir vocation à s'ouvrir et à dépasser nos simples 3 structures. Donc même question aussi que pour Marie, vous avez obtenu cette labellisation PTCE au cours de l'été. Pourquoi est-ce que vous êtes allé chercher ce label-là ? Alors, il y a plusieurs choses qui nous ont poussé à ça. Il y avait d'abord l'envie d'affirmer que, au-delà d'être un lieu physique très ancré sur son quartier, parce que c'est une vraie volonté qu'on a, c'est que ce soit pas un lieu hors sol, mais que ce soit vraiment un lieu utile pour son quartier. On avait aussi envie de rappeler, et à travers cette labellisation PTCE, qu'on avait envie que ce lieu transpire bien au-delà encore du quartier, qu'il ait une dimension plus métropolitaine, voire même départementale, peut-être même demain régionale, pour faire parler et donner un écho sur tous les sujets qui nous tiennent à cœur, donc sur les sujets qui nous rassemblent autour de l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale, l'inclusion, l'insertion. Voilà, le fait d'être labellisé PTCE, ça permettait vraiment de montrer ça, montrer qu'on était qu'à travers ce lieu physique, on pouvait faire rayonner et accélérer des projets de coopération, même s'ils ne prenaient pas physiquement place dans ce lieu-là. Voilà. Essayer que ce soit
un peu une marche ou un tremplin en fait pour faire rayonner ces sujets-là au-delà de ce lieu-là. On avait aussi envie d'affirmer et de légitimer à travers ça notre envie de pas aller vers un lieu fermé sur les acteurs de l'ESS uniquement, parce que c'est quand même une tendance qu'on a dans le secteur aujourd'hui de faire un peu de l'entre-soi et de pas beaucoup s'ouvrir. Donc aujourd'hui, on commence un peu entre soi, mais à travers cette stabilisation, on veut montrer que c'est pas la vocation du lieu. Elle aura vocation à s'ouvrir aussi aux acteurs économiques plus classiques, aux habitants, pourquoi pas aux acteurs de la recherche. Voilà, qu'on aille vraiment au-delà des frontières de l'ESS et que par coopération, on entend aussi coopérer entre nous, mais aussi avec d'autres plus largement. Et puis après, il y avait la question du financement aussi. Alors même si on n'a pas eu le financement, déjà on a la première marche aujourd'hui qui est de bénéficier des retours d'expérience et de l'accompagnement plutôt à faire émerger notre projet et lui donner cette véritable dimension. Voilà. Pardon, je t'ai coupé. Non, pas de souci. Merci. Donc, on comprend bien dans ton témoignage les enjeux d'ouverture sur d'autres acteurs autres que les 3 initiateurs, puis aussi hors ESS. Est-ce que puis il y a aussi l'enjeu de faire vivre le lieu dans ce quartier de Saint-Michel, qui est très accueillant et en même temps aussi qui peut être c'est une nouvelle activité pour le quartier. Donc c'est vrai que c'est vous partez aussi de l'expérience de La Planche, qui est déjà dans le quartier et qui est très ouvert aussi sur les habitants. Et je vous encourage tous à vous abonner au compte Instagram de La Planche où on voit énormément les ateliers qu'ils font pour permettre aux citoyens d'utiliser des machines pour le travailler le bois. Donc c'est assez impressionnant de voir aussi ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux que vous voyez sur les prochains mois J'imagine, Marie a parlé de gouvernance, j'imagine aussi qu'il y a ce type d'enjeu-là, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, tout à fait. Alors, nous on est vraiment un projet émergent, donc on a un premier enjeu qui est d'arriver à faire concrètement exister ce lieu, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas encore ouvert. Voilà. L'ouverture du lieu est prévue en 2022, mais comme on est déjà des structures existantes par ailleurs, on aura vocation à faire déjà vivre ce lieu hors les murs avant qu'il ouvre. Mais néanmoins, voilà, il y a cet enjeu-là d'ouverture en septembre de l'année prochaine. Et avant ça aussi, de concrétiser et d'accélérer le montage de tout ça à travers des recrutements, et notamment le premier recrutement à venir qui est celui du coordinateur de ce futur espace, et très peu de temps après du chef d'atelier, parce que je disais on va être vraiment dans une logique aussi de production derrière ce lieu de micro-manufacture. On a un enjeu de gouvernance, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, mais parce que donc il y a à travers justement l'émergence et l'ouverture du lieu, on a envie de le faire fonctionner pour voir aussi qui s'approprie le lieu, qui s'en saisit, qui a envie de travailler avec nous, qui accroche à la vision, et du coup qui est-ce qui pourrait être intégré à la gouvernance. Et on a un objectif à terme. Nous, on vise déjà un format qui est plutôt celui de la SIC, qui permettrait d'allier à la fois l'activité économique qu'il y aura à l'intérieur du lieu et aussi l'ambition et la vision d'intérêt général qu'on a derrière ce lieu-là. Donc aujourd'hui, c'est celui qu'on vise, mais par contre, derrière, toute la gouvernance, elle est vraiment à penser, à réfléchir, à construire, à co-construire. On n'a pas envie de la faire juste nous à 3, de penser une gouvernance idéale et ensuite d'aller rajouter les acteurs à l'intérieur de tout ça. On a plutôt envie de la construire ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on ne se met pas non plus d'enjeu de calendrier là-dessus. Ce n'est pas sur les prochains mois qu'on aura ça, mais en tout cas, sur les prochains mois, on va déjà commencer à la construire, même si peut-être que dans son opérationnalité, ça ne verra le jour qu'en 2023. Et puis voilà. Puis si je vais voir encore plus à long terme, nos enjeux, c'est d'arriver à cumuler les 2 ambitions qu'on a, c'est-à-dire faire vivre ce lieu localement et avoir un vrai impact à l'échelle micro-locale,
mais aussi d'arriver à mettre ce lieu et ce pôle plus largement, qui n'est pas qu'un lieu, encore une fois, dans le paysage régional de ce qui se passe aujourd'hui et dans le paysage voilà, de projet d'ESS, d'innovation sociale, à une échelle plus régionale, voire même nationale. Voilà. Bien, merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce qu'on a des questions, soit dans la salle, soit en ligne? En ligne, non. Dans la salle, non plus. Marine, on t'écoute. On n'a pas d'assistant micro, donc il ne pourra pas être désinfecté. Je suis désolée. Oui, moi je voulais revenir peut-être sur plusieurs éléments qui ont été dits au fur et à mesure de la matinée sur la question de la valeur travail, comment on s'implique au travail, etc. Et est-ce que, peut-être pour convaincre plus largement, moi je cherche toujours les leviers de mise en conviction des gens qui ne le sont pas encore. Est-ce que, par exemple, dans votre entreprise, aujourd'hui, vous avez moins de difficultés qu'ailleurs à recruter, à former des gens, à les conserver dans votre entreprise, avec la question toujours du turnover? Je me pose la question, comment on va convaincre demain des entrepreneurs qui ne sont pas forcément dans des démarches d'association de leurs salariés très fortes dans l'implication, voilà, dans la décision, etc. Comment on va les convaincre ou pas, parce que peut-être que ce n'est pas le cas, que ça a un impact aussi derrière sur la capacité qu'on a en tant qu'entrepreneur à pouvoir recruter, conserver les gens, avoir des dynamiques et finalement une implication au travail peut-être plus forte, voilà, ou est-ce que pas du tout? Qu'est-ce que vous me conseilleriez comme, comme levier de mise en conviction là-dessus? Ah oui, pardon. Et moi, je suis Marine de la région de l'ESS. Je pense que c'est pour vous. C'est pour moi. Alors, c'est une bonne question et je vous remercie donc de l'avoir posée. C'est pas simple de répondre à ça. On a en arrière-fond une culture du salariat, une culture de l'entreprise, etc., mais pas nous d'une façon générale. C'est pas simple. Dans notre cas présent, souvent on nous dit vous êtes une entreprise d'ouvriers patrons, avec les deux côtés. Alors je ne prends pas le patron du CAC 40, je prends le petit patron artisan qui parfois se paye moins que ses ouvriers. Ça existe. Et donc c'est la question de l'engagement, c'est la question du temps qu'on va considérer y mettre. Et chaque personne qui se pose la question d'entrer dans une entreprise va se poser ce genre de questions, en tout cas va être confronté à ça. Donc nous, ce qu'on essaye, c'est d'être le plus clair possible, de montrer qu'effectivement la coopération implique de l'engagement, mais que en même temps que l'on dit ça, on doit apprendre à savoir gérer les aléas. C'est-à-dire que pour X raisons, la personne qui s'est engagée sur plusieurs années ou qui n'a pas mis de terme, eh bien, pour plein de raisons, elle va partir. Et ça, on doit aussi l'intégrer. Donc, c'est une espèce de paradoxe qui doit se gérer entre de la nécessité de faire confiance dans les gens qui arrivent et de ce qu'ils vont amener, de la nécessité de leur engagement, tout en prenant en compte qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver et que ça ne marche pas. Alors, ce n'est pas une recette. Ensuite, je dirais que nous, on n'a pas trop, jusqu'à présent, je touche du bois, c'est le cas de le dire, mais on a des personnes qui régulièrement viennent dans l'entreprise. Et on est toujours en ballottage entre la recherche du coopérateur ou la recherche de compétences, par exemple. L'un et l'autre sont importants. J'ai l'impression que le plus important, c'est la motivation et l'envie. C'est-à-dire que la compétence, pour quelqu'un qui est motivé, il l'acquiert. Maintenant, quand la personne elle est motivée et compétente, c'est le bonus, c'est le plus. Ensuite, c'est l'accompagnement. Les questions auxquelles on est confronté, c'est l'accompagnement, c'est la transmission. Dans la problématique de la transmission, par exemple, c'est qu'il faut que les vieux dinosaures, ils apprennent à s'en aller et ne soient pas là avec des injonctions de faire du pareil au même ou de, je sais pas de quoi,
Donc il faut laisser la place aux gens de venir, en intégrant le fait qu'il va y avoir des préoccupations du genre tuer le père, ça veut dire, et l'accepter, c'est-à-dire que pour ce faire, il va y avoir ou des conflits ou des rapports ou des choses. Et en même temps, il y a, nous, on s'aperçoit que l'on sait en découvrant ce que les autres ne savent pas. Et c'est toute la question de la pédagogie, de la transmission, et de s'apercevoir qu'il y a un tas de choses qu'on pensait acquises qui ne le sont pas, et que les gens ont besoin de le faire. Donc c'est cet accompagnement, c'est ce parrainage, c'est ce compagnonnage qui est délicat, difficile, parce qu'il prend aussi en compte les variabilités interindividuelles. Alors voilà, j'ai répondu qu'à une petite partie de la question. Je ne sais pas, je vous ai peut-être frustré, je ne sais pas. Vous êtes attractif pour les salariés, vous n'avez pas besoin... Du coup, en fait, vous répondez à la question finalement parce que vous êtes attractif. Vous n'avez pas besoin de faire des pieds et des mains sur un territoire où effectivement, finalement, les personnes viennent à vous. Je ne sais pas comment ça. Vous avez une réputation, une renommée, vous avez un réseau. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous diriez demain aux entrepreneurs qui n'arrivent pas à recruter, en gros? Et comment? Voilà, c'est quoi vos leviers là-dessus? On a eu un cas, une personne qui est venue nous voir, c'est une entreprise artisanale, c'est un compagnon menuisier qui a plus de 40 ans, qui veut transmettre et transformer sa société. Donc, il a des salariés qui sont hyper compétents, etc. Et il est venu nous voir pour dire, moi, je voudrais me transformer en scope. Mais j'ai en face de moi des salariés qui me disent, non, on n'a pas envie. On va bosser, mais ça nous fait peur, on n'a pas envie. Les emmerdes, c'est toi qui les as, tu les gardes, etc. On ne savait pas trop quoi lui répondre, si ce n'est de dire, mettez sur la table les problématiques. Essayez. Il y a une technique, il paraît que ça vient d'Italie, qui est de dire, avant de prendre des décisions, on met sur la table la problématique, comme une partie d'échecs. On essaye de savoir où ça se joue. Voilà. Une fois qu'on a compris comment les choses se passent, à ce moment-là, on peut émettre des hypothèses, commencer à travailler. Et dans le cas du recrutement, quand une équipe est là, se dire, voilà, il faut qu'on ait tel ou tel atelier qui fonctionne, comment on fait pour recruter? Je ne dis pas que nous aussi, ça nous arrive d'avoir des problèmes. Là, on cherche par exemple quelqu'un pour la menuiserie, c'est difficile. On a fait on fait ce genre de choses, je ne sais pas si vous connaissez la technique du cercle de rêve. C'est une machin où, en gros, en assemblée, on avait une réunion mensuelle, on se divise en deux, et puis notre problématique, c'est imaginer l'entreprise dans 5 ans, quelles sont les valeurs qui nous tiennent à cœur, et qu'est-ce qu'on aimerait faire pour être fier d'être dans cette entreprise dans 5 ans. Alors, on est en cours là-dessus, c'est un truc sur du long terme, etc. C'était marrant de voir, c'était intéressant de voir dans les jeunes générations, en l'occurrence, c'est la sécurité physique au travail, parce qu'on a des entreprises qui sont dures. C'était avoir la conscience que si, c'était par rapport à la problématique de l'extraction, si on achète du bois, on veut savoir d'où il vient, pourquoi il est produit, etc. Donc, c'est bien, de temps en temps, aussi au sein de nos entreprises, de se poser des questions. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous fait qu'on se serre les coudes dans les moments difficiles? C'est quoi notre ADN? C'est quoi notre raison de vivre là où on est pour nous? Et peut-être que le recrutement, il va avec derrière. Un autre élément aussi que je souhaite partager avec vous, nous on anime une communauté sur l'innovation sociale organisationnelle avec l'association Talent et Culture, où on embarque des patrons de PME industrielles qui sont sur des modèles plutôt classiques et conventionnels à aller visiter des entreprises qui ont des modèles inspirants pour faire avancer leurs propres réflexions, et notamment dans le cadre d'entreprises familiales, quand il y a des questions de cession et de continuité aussi du projet, de voir comment ça peut s'adapter aussi aux nouvelles attentes. Donc on l'anime avec François Pellerin, donc, qui est un ancien de la région Nouvelle-Aquitaine, et qui permet aussi véritablement à chacun de se faire sa propre idée, d'aller voir des modèles qui leur correspondent tout à fait, des modèles qui leur correspondent pas du tout, et comme ça au moins il y a des réflexions qui avancent. Donc on croit beaucoup à la preuve par l'exemple sur ces sujets-là pour faire évoluer les mentalités. Est-ce qu'il y a une autre question? Ou mesdames, si vous voulez compléter? Je ne crois pas. Très bien. En tout cas, merci pour vos témoignages, à vous quatre. Je pense que le message à retenir, c'est le essai-erreur
qui a beaucoup été présenté ce matin et aussi là dans les démarches d'expérimentation. Et je vous encourage notamment à regarder l'appel à projet coopération qui est lancé par la direction de l'ESS à la région Nouvelle-Aquitaine, qui permet véritablement d'accompagner et aussi de financer ces démarches de coopération entre acteurs de l'ESS pour répondre aux enjeux de la feuille de route Néo-Terra. Donc ça permet aussi d'avoir du soutien de la part de la région Nouvelle-Aquitaine et des acteurs de l'accompagnement sur le territoire pour se lancer dans ces démarches d'expérimentation et de partager une partie du risque et des doutes dans ces démarches-là. Merci à tous pour votre écoute, voilà, avant la pause déjeuner. Merci encore une fois aux intervenants d'avoir partagé vos expériences. Et je vous souhaite un bon appétit. Et sur le... Voilà. Suite du programme, donc vous avez à 14h30 une Pecha Kuncha de présentation de solutions du territoire de la Creuse, bien entendu toujours dans la thématique de ce matin. Vous avez aussi un atelier sur inscription organisé par Aliso sur les groupements d'employeurs et un atelier de co-design organisé aussi par l'agence sur cette question du PTCE, notamment pour le territoire de la Creuse. Oui. Dernier point, et après vous êtes libre pour manger. Donc vous avez exposé sur le mur la fresque des solutions qui permet véritablement de montrer voilà, des solutions d'acteurs de l'ESS sur des problématiques qu'ils ont tous décidé d'adresser. Donc cette fresque, elle est exposée à partir d'aujourd'hui, mais elle sera surtout exposée tout au long du mois de décembre. Donc si vous souhaitez y rajouter votre solution, c'est encore possible. Vous avez toutes les démarches sur le mur avec un très joli QR code qui vous explique ce qu'il faut faire. Là, j'ai tout coché ? Super. Merci, bon appétit. Merci.